Je me rends compte, après quelques semaines d'enquête, que c'est comme si j'avais hérité non pas de ses pensées, ses idées, mais de ses traumatismes. Oui. Comme si quelque chose avait pu être transmis de cet homme jusqu'à moi aujourd'hui. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Alors, grand reporter, vous avez sillonné de nombreux théâtres d'opération partout dans le monde, l'Afghanistan en premier lieu. En Ici la voix. Thierry, vous êtes en train de lire les fiches d'Anne Niva. Alors, en 2001, après la mort accidentelle de votre frère, vous tournez le dos à cette vie de baroudeur pour étudier les phénomènes extraordinaires et en particulier la vie après la mort. Mais en 2014, vous décidez d'aller vous ressourcer dans la forêt amazonienne et là, vous avez une vision qui vous bouleverse, un officier SS qui meurt sur le front russe, comme si c'était vous. De retour en France, vous découvrez que cet officier a réellement existé. Vous vous lancez sur ses pas. Cette enquête, vous la racontez dans un livre intitulé « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre », publié chez Mama, et dans « Salut les terriens ». Alors, Stéphane Alix, vous êtes né le 1er août 1968 à Boulogne-Billancourt. Votre père était professeur de géographie en Hippocagne et artiste peintre. Votre mère était femme au foyer et sculptrice. Donc une famille plutôt chaleureuse, en fait. Complètement chaleureuse, tout à fait normale. En 1987, vous entamez votre classe de terminale, mais au bout d'un mois, vous plaquez tout pour vous consacrer à votre passion, la photo. Vous demandez à vos parents de nous faire confiance en disant « Écoute, je reviens dans 2 ans, on verra bien ». 2 ans après, vous avez signé un papier dans Le Monde sur la révolution népalaise et votre père vous dit bah, « Tu l'as, ton bac ». Exactement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance pour que je suive un parcours un petit peu atypique. Ouais. Et ça a été un grand soutien, oui. Ouais. Le 9 mai 1988, c'est en Afghanistan que vous partez, vous avez 19 ans, vous infiltrez Kaboul, alors tenu par les troupes soviétiques, avec les moudjahidines chiites pro-iraniens. Et quelques mois plus tard, vous publiez dans l'événement du jeudi un papier sur cette 5e colonne. Donc désormais, vous faites partie du club des grands reporters. Et là commence votre vie de globe-trotteur, le Tibet, la Corne de l'Afrique, Madagascar, l'Iran, le Pakistan, l'Asie centrale, le Caucase. Et en 1995, vous êtes le premier journaliste français à rencontrer le fameux Mollah Omar, chef des talibans. Vous faites à nouveau un papier dans l'événement du jeudi. Et là, le 12 avril 2001, en Afghanistan, votre destin bascule. Vous êtes à Kaboul avec vos 2 frères. Vous souhaitez travailler sur le patrimoine historique et archéologique afghan. Il faut dire quand même que c'est l'année où les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan. On était à Kaboul depuis 6 mois quand c'est arrivé, oui. Voilà. Et là, votre frère meurt dans vos bras suite à un accident de la route. Vous décidez d'abandonner le grand reportage pour vous consacrer à étancher votre soif d'essentiel. C'est le mot, c'est exactement ça. Bouleversement. Vous savez, toutes les questions qu'on remise de côté en disant bon, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, pour l'instant, il faut que je bosse, il faut que je vive. Bah là, tout d'un coup, en ramassant le corps de mon frère, je me dis non, je ne remets plus à plus tard, il faut que je comprenne. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a une logique à tout ce qui se passe? Et est-ce que je peux le faire en tant que journaliste rationnellement? Voilà, Oui. c'est le grand débarrage. Avec votre approche, c'est très important. Avec votre approche journalistique, en vérifiant les faits. Ah bah, je ne cherche pas de religion, je ne cherche pas de spiritualité particulière, je ne cherche pas de réponse philosophique. Je veux savoir concrètement qu'est-ce qui se passe après la mort et est-ce qu'on peut le savoir en faisant une enquête sérieuse comme je le faisais sur le trafic de drogue ou les talibans avant. Est-ce que c'est possible? Vous rencontrez de nombreux chercheurs à travers le monde et vous arrivez à une conclusion, finalement, que la conscience n'est pas une sécrétion du cerveau, mais existe en dehors.
C'est pas moi qui arrive à cette conclusion, c'est les médecins, les chercheurs que je Mais rencontre. oui, mais on est d'accord. Je pense que c'est la prochaine étape. Je pense que quand on va comprendre que la conscience, que l'âme, ce qu'on appelle l'âme dans les religions, n'est pas une sécrétion du cerveau, mais a une existence propre, ça va être une révolution copernicienne. Et que le cerveau, plutôt que de générer cette conscience, serait plutôt comme une sorte de transistor, un poste de détection qui nous permet de capter cette conscience et de la traduire, de parler, d'être Et où serait le siège de la conscience, si ce n'est pas le cerveau? en Nowhere. dehors de l'espace et du temps. Nowhere. Voilà. Mais oui, il y a eu quelque chose de déterminant, c'est qu'on vit tous de façon unanime, essentiellement en Occident, en se disant qu'après la mort, il n'y a plus rien, Ouais. que le cerveau meurt, il n'y a plus de conscience, mais c'est basé sur aucune certitude scientifique, cette assertion. Oui. Donc on s'accorde dessus comme par une espèce de consensus, mais il n'y a aucune preuve qu'il y a une vie après la mort, mais il n'y a Ouais. non plus aucune preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort. Bien sûr, vous Donc avez cette raison. ouverture permet Là, je toutes les reconnais hypothèses. bien votre esprit cartésien. Complètement. Voilà, c'est très bien. Alors, à partir de là, vous vous penchez avec sérieux et rigueur sur des sujets dits surnaturels que vous préférez appeler extraordinaires. Pourquoi le mot surnaturel? Parce que surnaturel, paranormal, tout ça, ça convoque un certain nombre d'idées préconçues, qui sont Ouais. plutôt des idées de rejet. Extraordinaire, c'est vague, mais ça a au moins le mérite de désigner clairement de quoi on parle. On parle de quelque chose qui sort de notre ordinaire Ouais. et qui ferait peut-être bien d'être considéré plus comme quelque chose de normal. En fait, on s'auto-censure, Ouais. toutes et tous. Une femme va vivre une expérience de mort imminente suite à un accident, elle va même avoir de la difficulté parfois à en parler à son mari. Parce qu'il y a une espèce de consensus, tout ça c'est du bizarre, tout ça c'est du pas réel, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et moi ce que je fais depuis 15 ans en tant que journaliste, c'est ouvrir les portes, et je m'aperçois qu'en fait des milliers, des dizaines de milliers de gens vivent des choses comme ça Bien autour sûr, de nous. bien sûr. Et en libérant cette parole, on s'aperçoit que tout ça est vraiment, au contraire, une partie Bien de notre sûr. réalité. En 2015, vous publiez chez Albin Michel, et vous êtes venu à l'époque sur ce plateau pour en parler, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez enfermé dans le cercueil de votre père un certain nombre d'objets que vous étiez les seuls avec lui à connaître. Un an après, il y a 6 médiums qui nomment les objets qui étaient enfermés dans le cercueil de votre père. Je connais le sujet, je connais des médiums, j'en ai interrogé, j'en ai testé, mais de le faire moi-même avec des objets que j'avais cachés, mon père ne le savait pas avant de mourir, je lui ai dit après sa mort. Donc j'étais l'unique être vivant, ni ma famille, ni ma femme, ni mes amis, ni ma mère n'étaient au courant de ça. Donc quand effectivement ces médiums commencent à parler des objets et puis de plein d'autres choses, c'est vertigineux, on ne peut plus s'échapper là. Ce qui est irrationnel, c'est de ne pas y croire, vous dites. Ce qui est irrationnel, c'est de se dire qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'intéressant dans ce sujet-là et que ça ne mérite pas l'examen. Ça, c'est une position qui n'est pas une position scientifique, c'est une position de croyant qui ne veut croire en rien du tout. Alors, début 2014, vous décidez de faire un break, vous êtes fatigué, limite burn-out, vous décidez de lâcher prise, vous partez au Pérou, à Tarapoto. Tarapoto, pour 20 heures pour y arriver. Quand vous êtes à Tarapoto, vous marchez encore 45 minutes pour arriver à Terra Nova. Alors, Terra Nova, c'est une retraite coupée du monde où se retrouvent des gens qui veulent pratiquer l'introspection, c'est ça? En fait, c'est un centre chamanique qui pratique la médecine amazonienne et qui permet effectivement de découvrir cette médecine, de découvrir les possibilités d'introspection qu'elle permet à travers un travail de diète avec des plantes et avec un isolement. L'idée, c'était vraiment de me couper de tout. Pour aller au plus profond de moi, j'avais vraiment besoin de faire un bilan de vie, Ouais. comme ça nous arrive parfois. Un jour, vous êtes là-bas, donc, à Terra Nova, vous avez un paysage devant vous, et d'un seul coup, le paysage devient uniformément blanc. Vous voyez un char d'assaut. Et derrière le char d'assaut, vous voyez des hommes qui avancent, protégés par ce char d'assaut. Des Allemands. C'est la guerre, et vous êtes l'un d'eux. Vous découvrez que vous êtes l'un de ces hommes qui marchent derrière le char d'assaut. Un officier SS qui meurt. Il meurt d'un éclat d'obus qui lui a sectionné la jugulaire. Et là, vous savez comment cet homme s'appelle. Vous avez son nom, Alexander, et bientôt Hermann. Tout ça vous arrive. Et vous avez le sentiment qu'il s'agit de vous. Dans ce moment qui est un moment où je suis relaxé, allongé sur mon lit, les yeux fermés, mais je ne dors pas du tout, effectivement, cette scène qui est énormément émotionnelle et complètement inattendue, je sens une proximité très forte avec cet homme. Je suis à la fois observateur, il est là à 1 mètre de moi quand je le vois prendre cet éclat d'obus, et à la fois je me glisse dans son corps à d'autres moments. Il y a ce va-et-vient permanent, cette scène de sa mort se répète à plusieurs reprises, et j'ai même son grade.
alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Obersturmführer. Obersturmführer qui me vient à l'esprit. Ouais. Alors l'expérience se prolonge. Vous le voyez dans sa vie civile. Vous le voyez à Paris. Au départ, vous pensez que ces réminiscences sont le fruit de votre culture. Vous dites, j'ai lu Little, j'ai lu Les Bienveillantes, j'ai lu pas mal, j'ai vu des films avec des soldats allemands, des soldats SS qui étaient en Russie. Donc tout ça me revient, je fais une projection. Voilà, vous croyez vraiment que tout ça est le fruit de votre esprit. Jusqu'au moment où vous allez sur Google, vous tapez Alexander Hermann, et là, il y en a deux qui apparaissent, dont un était Obersturmführer. Vous décidez d'enquêter. Vous allez en Allemagne, vous allez en Russie, vous retrouvez l'endroit où il est mort. En fait, il faisait partie de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire de l'offensive hitlérienne contre la Russie. Donc voilà, vous repérez. Et une question vous taraude l'esprit à ce moment-là. Pourquoi Alexander Hermann, mort en Russie en octobre 1941, serait-il revenu, si on croit à la réincarnation, serait-il revenu dans un embryon français conçu à Paris autour de Noël 1967? Parce que c'est ça l'histoire. En fait, l'élément vraiment déterminant qui, pour moi, a transformé cette expérience qui me paraissait simplement être une coïncidence curieuse, c'est le fait que j'ai eu entre les mains son dossier militaire 1 an après cette expérience au Pérou, et que dans son dossier militaire, j'ai découvert son acte de décès qui stipule qu'il est mort touché par un éclat d'obus à la gorge. Oh là là. Et ça a été pour moi, ok, là on n'est plus dans la coïncidence, on n'est plus dans le truc bizarre, il y a quelque chose qui me concerne, qu'il faut que je comprenne. Quel est ce lien que j'ai avec cet homme? Est-ce que c'est moi dans une vie d'avant? Il fallait que je comprenne. Et à partir de ce moment-là, j'étais acharné à faire cette enquête. Est-ce que c'est vous dans une vie d'avant? Est-ce que c'est deux âmes différentes dans le même corps? Il est difficile de trancher là-dessus. Il est évident qu'il y a un lien, il est évident qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. De découvrir sa vie, de découvrir son parcours, de réapprendre en fait ce qu'a été la montée du nazisme me fait aussi prendre conscience de ce que je porte. Alors je partage évidemment aucune de ces idées, mais je suis obsédé par la guerre et la violence depuis tout jeune. Je suis parti à 19 ans rejoindre les Moudjahidines. La guerre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre, comme si cette espèce d'obsession me poursuivait. Et en fait, je me rends compte, après quelques semaines d'enquête, que c'est comme si j'avais hérité, non pas de ses pensées, ses idées, mais de ses traumatismes. Oui. Comme si quelque chose avait pu être transmis de cet homme jusqu'à moi aujourd'hui. Et j'essaie de le guérir, du coup, à partir de ce moment-là. Après 5 mois d'enquête, vous êtes convaincu que Alexander et vous n'êtes pas le même homme, mais l'émanation d'une même conscience. Ce qui est frappant, c'est que cet homme me ressemble pas. C'est pas moi. Il est mort il y a 72 ans. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je pense, ce que j'aime, ce que je déteste. Et on est profondément différents. Mais pourtant, on est liés par quelque chose. On passe maintenant à la question sous serment. Stéphane Alix, jurez-vous que votre récit est parfaitement authentique? Je le jure, jusqu'à la moindre virgule. On rallume! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.